Salut les bouseux! Aujourd'hui on va parler des féministes de Twitter, ces furies à cheveux bleus, hystériques et sanguinaires à cause de leurs règles qui servent à rien et sont pourtant très dangereuses. Équipées de leurs terribles hashtags et de leurs tweets de destruction massive, elles seraient pour beaucoup le problème numéro 1 en France, symbole de la chute de la civilisation masculine vers un funeste avenir où il ne sera plus possible d'être un gros connard sexiste sur Twitter sans qu'on ne te le fasse remarquer, l'horreur. Ainsi, il existerait une différence entre les féministes normales, tolérables, acceptables, raisonnables, et les autres, celles qui seraient un problème, les féministes de Twitter. Mais comment ça se fait-il que ce réseau social aurait un impact sur un mouvement politique, avec comme conséquence de créer un schisme au sein du féminisme, du moins à en croire ceux qui dénoncent ces cyberféministes, des gens qui ne soutiennent jamais le féminisme d'ailleurs, c'est peut-être un indice. Il faut tout d'abord se pencher sur ce qu'est Twitter. Pour les vieux qui m'écoutent, il s'agit d'un réseau social sur Internet. Internet permettant de relier des ordinateurs, les ordinateurs étant des machines électroniques. Bref, Twitter est une espèce de truc avec lequel les jeunes communiquent à distance, un peu comme le téléphone, sauf que c'est à l'écrit, donc c'est plutôt comme des lettres, sauf que ça va très vite étant donné qu'on n'a pas besoin des facteurs communistes. En plus, les messages sont publics, donc tout le monde a accès à vos conneries insipides et sans intérêt, mais surtout Twitter étant un média, comme tous les médias, il a ses particularités, ses avantages et ses inconvénients. L'inconvénient le plus réputé étant la limitation de caractère que les féministes ont malgré cela mauvais, une limitation qui empêche de tenir des propos développés, qui incite à simplifier son discours au risque de trahir sa pensée pour autant que vous en ayez une, qui impose parfois de ne pas faire dans la nuance car le conditionnel aide cependant à prendre la place. L'instantanéité également est nuisible au débat et à leur sérénité, tout comme la forme des échanges où de nouveaux fils de discussion peuvent s'ouvrir à chaque tweet, engendrant un imbroglio de réponses qui s'entremêlent, qui ne peuvent pas forcément prendre en compte l'ensemble des propos d'une personne. Ça devient vite le bordel, on se répète, on est submergé de notifications, on s'énerve et on s'insulte. Mais ces problèmes inhérents à Twitter, tout le monde peut en être victime. Il n'y a pas de raison que seuls les féministes seraient en quelque sorte prédisposés à être plus réceptives à de tels inconvénients. Les féministes, mais aussi les militants LGBT d'ailleurs, sont visés par la critique de leur usage de ce réseau social, tout comme des antiracistes dans une moindre mesure. Tiens, c'est bizarre que des militants progressistes sont ainsi critiqués, c'est peut-être un autre indice. En réalité, les accusations ne sont pas tellement spécifiques à Twitter, ce réseau n'est mentionné que parce qu'il est très fréquenté et est parvenu à être au centre de l'attention. Il suffit de voir comme les journalistes mettent en avant certains tweets d'anonymes pour ne plus avoir à se fatiguer à aller dans la rue ou sur les marchés faire un micro-trottoir. Quel fantastique gain de temps pour diffuser des opinions sans intérêt, ou encore comme des politiciens ou des stars réagissent à une actualité ou s'expriment via Twitter. Ainsi, quand on dit les féministes de Twitter, il ne faut pas entendre les féministes de Twitter, mais plutôt les féministes qui s'expriment librement sur une plateforme à forte audience. Tous les propos politiques et radicaux peuvent y être librement tenus. Il n'y a pas de filtre précédant le discours, comme on peut en trouver à la télévision ou dans la presse. Les intervenants ne sont pas sélectionnés, il n'y a pas de montage, etc. Seules des réactions peuvent chercher à étouffer des positions politiques qui ne seraient pas les bienvenues par le harcèlement, l'intimidation ou le discrédit. Nous allons nous pencher sur le discrédit car il se présente sous la forme d'arguments. La première justification pour décrédibiliser les féministes qui ont l'outrecuidance de donner leur avis sur Internet, ces salopes, consiste à prétendre qu'elles recherchent de l'attention. Elles feraient ça pour les retweets, pour la visibilité, pour avoir leur quart d'heure de gloire, pour satisfaire leur ego, bref, de la psychologie de comptoir pour justifier un procès d'intention. C'était la base du propos d'Absol dans sa vidéo que nous avions analysée dans Un œil du bouseux, consistant à partir du principe que le moteur de tout le monde serait la recherche de la notoriété, que toute personne donnant une opinion critique sur Twitter ne serait pas sincère, qu'elle serait opportuniste et se servirait d'une cause pour se faire mousser. Évidemment, ça ne se base sur rien, même si de tels comportements peuvent exister, il ne faut pas en tirer de généralités abusives. Et c'est en plus hypocrite quand cela vient, par exemple, de personnes tenant des discours volontairement provocateurs, qu'ils soient sexistes, racistes ou homophobes, dans le but ici évident de se faire remarquer « Regardez-moi comme je suis politiquement incorrect, je suis un vrai rebelle qui répète les mêmes propos qu'on entend depuis des siècles, quel esprit de subversion, regardez-moi, vous dis-je, mais si vous me critiquez, c'est que vous cherchez la visibilité. »
La seconde forme de critique se réfère aux accusations habituelles à l'encontre du cybermilitantisme, une rhétorique de vieux con qui consiste à mépriser tout ce qui vient d'Internet en faisant une distinction absurde entre le monde réel et le monde virtuel, comme si Internet ne faisait pas partie de la réalité, comme si ce média de masse omniprésent était imaginaire, en quelque sorte déconnecté de la réalité, ce qui est cocasse quand même que Internet soit déconnecté, c'est cocasse, enfin je trouve, enfin bref, comme si les féministes de Twitter n'existeraient pas dans le monde réel. Ce sont sûrement des programmes d'intelligence artificielle hébergés sur un serveur en Corée du Nord d'Israël pour détruire nos valeurs et nos traditions, sûrement un coup des islamo-illuminats juifs. Ou bien ce serait une bande de no-life en surcharge pondérale dont la souris ou le smartphone sont incrustés dans la main et qui pissent dans des bouteilles de soda à défaut de violon. Bref, une vision des choses qui avait sa place dans les années 90, mais qui est aujourd'hui plutôt dépassée par les conséquences concrètes du militantisme sur Internet. Qu'on soit pour ou contre les résultats, on ne peut pas nier de champignons qu'il y a des résultats. De simples hashtags comme MeToo ou Balance ton porc ont pu récemment marquer un tournant historique dans la libération de la parole des femmes. Comme je le sous-entendais dans l'intro, si le cybermilitantisme est si inutile que ça, c'est à se demander pourquoi il engendre tant de levées de boucliers des conservateurs. On peut relever que ces mêmes conservateurs se permettent de donner des conseils pour défendre des causes dont ils se foutent au quotidien. L'argumentaire consiste toujours à dire d'aller agir dans la vraie vie plutôt que sur Internet. Pourtant, quand des militants de gauche passent à l'action dans la vraie vie de la réalité véritable et se mettent, par exemple, à bloquer des universités, les conservateurs n'applaudissent pas. Quand des lois sont votées au Parlement en faveur de l'égalité femmes-hommes, les conservateurs protestent. Pour eux, les militants de gauche n'ont jamais les bonnes méthodes. Voilà pourquoi, quand on est de gauche, on n'a aucune raison d'écouter la droite. Cette droite, d'ailleurs, ira jusqu'à dire avec toute l'incohérence qu'on lui connaît que le progressisme, c'était mieux avant. Les féministes de Twitter feraient honte à Simone de Beauvoir. Ces féministes d'aujourd'hui qui détestent les hommes, parce que c'est pas bien de détester les hommes quand même, c'est vraiment pas cool. Pourtant, comme nous avions pu le voir dans notre émission LBM 40, non, ils ne trouvent pas vraiment que le féminisme était mieux avant, c'est juste que le féminisme d'avant, ils l'ont intégré et ne peuvent plus vraiment s'y opposer. En effet, le féminisme est une cause progressiste sur laquelle la société a suffisamment de recul pour ne plus pouvoir se permettre de s'y confronter directement. Les conservateurs et réactionnaires ne peuvent pas s'autoriser de se revendiquer antiféministes. C'est actuellement et entre autres choses contraire à la morale car les principes de base du féminisme sont entrés dans les mœurs et dans la loi. Or, pour les conservateurs, la morale est très importante. Même s'ils ne la comprennent pas et vont dans les faits à son encontre, il leur est nécessaire de garder une bonne image. Pour conserver la société en l'état actuel par l'opposition au féminisme, tout en préservant une apparence d'acceptabilité morale, ils ont donc besoin de trouver un subterfuge, en l'occurrence un bouc émissaire, c'est-à-dire Twitter ou le cybermilitantisme plus généralement. Je ne suis pas contre le féminisme, nous disent ces sacs à merde. C'est une noble cause, mais je suis contre une certaine forme du féminisme. Et peu importe que dans la pratique, cette forme de féminisme qu'ils dénoncent représente la totalité du féminisme. Prenons un exemple avec le Raptor dissident qui, dans sa vidéo Facecam, nous disait ceci. Il y a deux féministes, on peut caricaturer ça à deux. Il y a les fous et les gens qui sont un peu plus raisonnables, qui sont en fait tout simplement qui veulent mettre les femmes bien, quoi, qui sont bien. Ainsi, le poulet rebelle se part d'une caution morale. Il n'est pas contre les féminismes qui veulent mettre les femmes bien, pour autant que ça veuille dire quelque chose, mais il s'oppose aux gens chelous, aux extrémistes. C'est une position qu'on retrouve également chez Marceau, qui prétend distinguer les bonnes féministes des mauvaises, celles qu'il appelle les ultras, ou encore chez bien d'autres réactionnaires. Pourtant, dans la pratique, comme on a pu le voir dans notre œil du bouseux à son sujet, pour le Raptor dissident, les mesures en faveur de la parité professionnelle femmes-hommes sont des mensonges, sont dangereuses et totalitaires. Quelque chose d'aussi basique et communément accepté jusqu'au Parlement depuis des décennies, comme la recherche de la parité, devient alors un extrémisme à combattre. C'est là que repose toute l'hypocrisie des antiféministes qui ne s'assument pas. Ils se prétendent en faveur du féminisme, mais deviennent des obstacles à la moindre cause féministe, même la plus élémentaire, par la stratégie du bouc émissaire qui leur donne une caution morale en distinguant les bonnes féministes des mauvaises, les mauvaises féministes étant à peu près tout le monde, les bonnes féministes étant celles qui sont mortes. Lorsque ces personnes dénoncent les féministes de Twitter, ils ne dénoncent pas vraiment des dérives ou un courant précis, ils refusent juste aux féministes de s'exprimer en public
s'impliquent sur un média de masse, car ils craignent profondément que ces militantes parviennent à perturber leurs petites habitudes et leur confort, alors ils cherchent à les discréditer. Rappelons-nous ce que nous disait Schopenhauer dans L'art d'avoir toujours raison avec son ultime stratagème. Lorsque l'on se rend compte que l'adversaire nous est supérieur et nous ôte toute raison, il faut alors devenir personnel, insultant, malpoli. Le mépris à l'encontre des féministes de Twitter n'est que le reflet de la crainte qu'elles atteignent leurs objectifs, qui sont, comme chacun sait, de leur couper les couilles. Et nous passons à la deuxième partie de notre émission pour prendre un appel. Allô ? Oui, allô. Vous avez évité de mentionner que ces gens-là sont des chômeurs. Mais le féminisme radical a émergé dans les années 60 et il n'y avait pas vraiment de chômage à l'époque. Écoutez, ce que je veux dire, c'est qu'ils ne cherchent pas d'emploi et n'ont rien de mieux à faire de leur journée. Vous voulez dire que le monde du travail capitaliste et son productivisme à tout prix permet d'étouffer les revendications sociales, alors que le temps libre favorise la prise de conscience de la population sur ses conditions de vie ? Trouvez-vous un emploi. Mais j'en ai un, faire parler les cons. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!